Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Montréal. Si les femmes autochtones d'âge mûr dirigeaient le monde, on réglerait les problèmes sur la Terre, affirme la journaliste et écrivaine Lucie Pagé, femme entière, intense, passionnée et courageuse. D'ailleurs, les autres disent d'elle, Lucie est capable. Elle prend des risques. Elle a eu le courage aussi de changer de vie. Bonjour Lucie Pagé, bienvenue à Vivement les femmes. Bonjour Marthe, merci beaucoup. Vous partagez votre corps et votre âme entre l'Afrique du Sud et le Québec. Vous travaillez avec passion et conviction à ce que, collectivement, nous ayons une meilleure connexion avec la Terre-Mère pour la pérennité de l'humanité. Journaliste depuis la libération de Nelson Mandela, en 1990, vous avez été correspondante pour Radio-Canada en Afrique du Sud. Vous avez réalisé des documentaires à radio et télé sur de nombreux thèmes, dont la violence faite aux femmes et sur les champs de libération d'Afrique du Sud. Vous êtes également écrivaine et a fait publier 8 ouvrages, je crois. 9. 9? Ah, il m'en manque un. Lucie Pagé, vous êtes née en 1961, vous avez 63 ans. Parlez-nous de votre enfance atypique, où tout a commencé en Nouvelle-Écosse. Oui, je viens de Greenwood. Nouvelle-Écosse, mon père était dans les forces armées. C'est mon père et son équipe qui ont pondu la phrase « Si la vie vous intéresse ». Ah oui? Les gens de notre âge, on connaît ça, c'est pour il était dans les forces armées. Donc, je suis née sur une base militaire. Des avions qui passaient jour et nuit au-dessus de notre maison à Greenwood. Je suis née francophone dans un milieu anglophone. C'est comme naître noire sous l'apartheid en Afrique du Sud, j'imagine. Et ça a été... Je comprenais pas, moi, à ce moment-là, ce qui se passait. Pourquoi je me faisais battre, ridiculiser. Pourquoi... Tu sais, les gros containers, les poubelles dans les cours d'école, là, ben, on mettait moi et mon frère derrière, puis on se mettait des gangs d'enfants qui nous poussaient entre les poubelles et le mur de l'école. Se faire couper les cheveux ou mettre la gomme dans les cheveux, tout simplement parce que je parlais français. Ah, wow! Alors... L'intimidation. Hein? Oui, et puis... Dans la vie, on est confronté à si on se fait intimider comme ça, on veut soit se sauver du problème, donc s'assimiler, parler anglais, puis il n'y a plus de problème, ou on se lève les manches, puis on dit « je vais combattre ce problème ». Et je présume que vous faites partie de la deuxième option. Hein? Oui, et c'est pour ça que j'ai le français tellement en cœur, souvent plus que les Québécois nés au Québec, parce que je me suis fait battre pour ça. Et j'ai jamais parlé anglais à mes enfants, même s'ils sont nés, 2 d'entre eux sont nés dans un milieu anglophone, avec mon mari qui est anglophone. J'ai jamais parlé anglais à mes petits-enfants, même mon petit-fils africain, je suis la seule, ou à peu près, qui lui parle français. Il me répond en anglais, mais il comprend tout ce que j'ai en français. Donc, je suis née avec la loi 101 scotchée sur le cœur avant que la loi 101 existe. Vous auriez pu l'inventer finalement. Et puis, vous êtes revenu au Québec. Quel âge vous aviez quand vos parents décidaient de revenir? J'avais 12 ans, 11-12 ans. Oui, j'ai fait, c'est ça, la fin de la 6e année, secondaire 1. Donc, 12 ans. J'avais 12 ans. Et quand j'ai mis le pied au Québec, après avoir vécu en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Manitoba, parce qu'on voyageait beaucoup de base militaire en base militaire, quand je suis arrivée au Québec à l'âge de 12 ans, j'ai eu cette impression-là et je me rappelle encore ce soulagement de dire « Ah, je suis chez nous ». Ah oui? Qu'est-ce qui faisait ça? Est-ce que c'était simplement la langue? Ou ben, j'avais 12 ans, je ne savais pas. Il y avait la langue, il y avait la culture, il y avait la nourriture. La langue englobe un monde. Oui. C'est pas juste des mots. La langue, c'est un monde. Alors, quand moi, je parle français, mes enfants en Afrique du Sud, ça vient avec des films, ça vient avec la nourriture, ça vient avec... C'est notre culture. Oui. Donc, la culture, c'est plus que la langue. Donc, c'est des valeurs c'est un monde. Oui, c'est des valeurs. Donc, j'ai juste eu l'impression de dire... Je rentre chez moi? Je rentre chez moi, puis j'ai dit, finalement, j'ai fini le rejet. Mais, parce que j'avais un léger accent anglophone, parce que j'étais née,
j'ai été rejetée par mes pères francophones, québécois. Donc, je me suis jamais vraiment trouvée nulle part chez moi. Et j'ai rencontré un homme en 1990, Jay Naidoo, qui était secrétaire général fondateur du Congrès des syndicats sud-africains, qui avait cette même phrase un peu, je me suis jamais sentie chez moi, parce qu'il est né, sa génétique est indienne, mais en 1862, on a été chercher des Indiens en Inde pour venir comme esclaves, en fin de compte, pour travailler dans les champs de canne à sucre en Afrique du Sud. Donc, c'était jusqu'à récemment, la plus grande diaspora indienne au monde, en Afrique du Sud. Donc, il est né indien en Afrique et noir sous l'apartheid. Il a été rejeté depuis sa naissance. Donc, quand on s'est rencontrés, on savait les deux c'était quoi le rejet. Oui. Et je pense que ça a été quelque chose qui nous a unis quelque part. Pas au même niveau, je veux dire, non, pas, mais on sait c'est quoi être rejeté. C'est peut-être pour ça aussi ma mission de vie, c'est que je suis extrêmement unificatrice dans tout et avec tout le monde. Et Jay est comme ça, c'est peut-être parce qu'on a vécu. On est né dans les différences et puis les gens, en place de construire des ponts, ils construisent des murs et ils accentuent ces différences-là. Donc, depuis l'âge de 12 ans, vous êtes à Montréal et vous y êtes resté? Non? Non, j'étais à 12 ans, je suis arrivée au Québec, à Gatineau. Donc, j'ai vécu longtemps à Gatineau. J'ai fait le cégep de l'Outaouais et je suis venue à Montréal pour l'université. Et justement, vous avez obtenu votre baccalauréat en journalisme en 1985 et avez été récompensé pour l'excellence de votre parcours universitaire, c'est quand même pas rien. Ce qui vous a amené à avoir un stage pour Radio-Canada. Et cette expérience-là, en Afrique du Sud, a duré 30 ans. Et il dure toujours. 34 ans. Oui, moi, quand j'ai gagné ce stage-là, c'était basé sur nos notes à l'école, en fin de compte, et les résultats scolaires à l'université. Moi, je pensais avoir un job... la radio, c'est ma passion. Je fais de la télé, je fais de la presse écrite, mais si tu me demandes dans les trois médiums, lequel je préfère, c'est la radio. J'ai toujours adoré la radio et c'est ce que j'ai fait le plus. Et je me suis dit, je vais avoir un job à la radio, puis on va faire quelque chose. Mais quand on m'a d'abord... J'ai toujours été une grande voyageuse et quand Nelson Mandela a été libéré, moi, je voulais vraiment aller couvrir ça. Me semble que c'était l'événement du siècle. C'était l'événement du siècle, en fin de compte. Je suis allée, on était plusieurs pour le poste et j'ai finalement obtenu le poste. Mais rendu sur place, c'était la radio que j'ai fait. Donc, je me suis retrouvée en Afrique du Sud à faire la passion de ma vie. Mais dans un tout autre contexte que... dans les petites rues tranquilles du Québec. Et pourquoi vous dites que la radio vous intéresse davantage au journalisme de la presse écrite ou télévisuel? C'est une bonne question. L'ouïe est un médium qui... La musique, je veux dire, tout le monde écoute la musique, tout le monde a de la musique chez eux, tout le monde... La radio, c'est un médium qui unit aussi, qui unit. Oui, un certain sens, qui peut créer des divisions. Tout à coup, j'ai pensé au rôle de la radio au génocide au Rwanda. La radio a uni les génocidaires pour tuer les gens, donc la radio est très puissante. Et c'est le médium le plus populaire en Afrique, considérant l'analphabétisme, considérant le coût du papier, des livres, considérant que la télévision, c'est un médium lourd qui demande énormément d'équipement et des studios, tout ça. Donc, la radio, c'est le médium par excellence pour atteindre les gens. Vous nous avez parlé de votre mission en Afrique du Sud, où vous avez rencontré votre mari, Jay Naidoo, et je voudrais savoir de quelle manière ça s'est
le coup de foudre ou est-ce que ça a été de longue haleine? Ça s'est passé comment, cette belle rencontre qui dure depuis 34 ans? C'est un coup de foudre journalistique avant tout. Ah bon? Oui, tout à fait. J'étais dans un stade, le stade Orlando à Soweto, 50 000 personnes dans le stade, et c'était le 27 octobre 1990 qui était aussi le lancement de la Ligue des jeunes de l'ANC. Et Oliver Tambo, qui est le fondateur, un des grands de l'ANC avec Mandela, il y avait Walter Sisulu, donc il y avait tous ces grands orateurs et acteurs de la lutte contre l'apartheid qui venaient parler un après l'autre. Et les 50 000 personnes, pendant que les orateurs parlaient, il y en a qui faisaient le toi-toi, qui est une espèce de danse de libération. J'ai fait des reportages là-dessus, d'ailleurs, et qui chantaient. Et tout d'un coup, il y a un homme qui arrive sur l'estrade et les 50 000 personnes, Marthe, se taisent. Oh. Là, je regarde, j'ai dit... C'est qui, lui? Oui. Je donne un petit coup de coude à ma recherchiste à côté de moi. J'ai dit, je sais pas c'est qui, lui, mais je le veux dans mon documentaire. Ah, OK, dans mon documentaire. Oui, parce qu'il est capable de fermer 50 000 personnes, c'est quelque chose à dire. Puis les gens l'écoutent. Il était un orateur extraordinaire. J'ai été, en anglais, on dit mesmerized. C'est quoi en français? J'ai été... saisi. Je buvais ses paroles. Oui. J'avais pas remarqué qu'il était noir. J'avais pas remarqué qu'il était indien. J'avais remarqué qu'il était beau. Non, même pas. J'avais remarqué qu'il avait une chemise de soie rouge avec des mots tellement puissants et vrais. J'ai dit, lui, il parle à l'âme. Oui. Alors, Marilyn m'a recherché, ça dit... il s'appelle Jay Naidoo, secrétaire général de COSATU. Puis le soir même, j'étais dans un bar jazz et je faisais un reportage sur l'histoire du jazz en Afrique du Sud, qui était aussi victime de l'apartheid parce qu'il n'y avait pas le droit, de pratiquer ensemble, les Blancs et les Noirs, et deux, le jazz était considéré une musique satanique, donc il fallait qu'ils se cachent. Moi, j'ai fait un reportage sur les African Jazz Pioneers qui ont fini par jouer à notre mariage. Et Jay est entré dans le bar, puis je le regarde, « Hey, you, Jay Naidoo, I want an interview, je veux une entrevue avec toi. » Puis lui, il dit, oh non, pas un autre journaliste, parce que les journalistes sous l'apartheid, c'est des propagandistes. Oui. Hein? Et puis il dit, mais tu peux venir t'asseoir à côté de moi en autant que tu parles pas politique. Et pour le reste, il y a quelques livres qui expliquent comment nous en sommes à 34 ans plus tard. Oui, dont votre dernier, justement, qui s'appelle « D'amour et de révolution », publié chez Druide. Et là-dedans, on apprend votre mode de vie, vos valeurs communes, vos différentes traditions, la profondeur de votre amour et toutes ces luttes qui sont viscérales pour vous. Parlez-nous du travail de coécriture dans les deux langues, parce que vous avez dit tantôt que Jay, en fait, est anglophone. Donc, il y a des textes. Les textes étaient écrits en français, en anglais. Après, c'était traduit. Ça doit être quand même assez compliqué, hein? Ça a été compliqué. Ça a été un beau processus, mais lourd pour moi. Personnellement, je me suis brûlée physiquement. J'ai pas pensé, j'ai dit on va écrire un livre à deux, mais à 10, 20, 30 pages, au début, ça va bien, mais le livre a presque 400 pages. Alors, j'écrivais. D'abord, on a passé plus d'1 an à parler des chapitres. On a faire le plan pour être sûr, parce que la structure, j'aurais pu écrire un livre de 2000 pages, là. Hein? Donc, qu'est-ce qui est important? Et donc, la structure était faite. Une fois que la structure était faite, bon, dans chaque chapitre, j'ai dit à Jay, moi, j'écris ça, toi, tu vas parler de ça, moi, j'écris ça. Et puis, au début, les 3-4 premiers jours, ça allait pas parce que ça coulait pas, sa partie. Puis après ça, il me dit, Lucie, pose-moi des questions. OK. Ah, ben j'ai dit, bonne idée, je suis journaliste, après tout, c'est ma job, puis toi, t'es politicien, c'est ta job des réponses, supposément. Alors, j'écrivais ma partie, j'ai posé des questions, et là, ça a roulé comme dans le beurre. Mais pour qu'ils comprennent, tous les soirs, moi, je traduisais tout ce que nous avions écrit en anglais, pour que le matin, lui, il lise ce que moi j'ai écrit, il écrivait en anglais. Moi, je prenais ça, je traduisais en français, et tous les jours, comme ça, parce qu'on changeait des choses à mesure. Et donc, c'est sûr que j'ai utiliser un logiciel, DeepL, mais ça fait peut-être 80% d'ouvrage, mais c'est extrêmement long. Surtout à la fin, dans les lectures d'épreuves, c'est de traduire 400 pages presque quotidiennement. Oui, voilà. Et lire. Mais c'est un beau... Ça a bien été avec mon mari. Oui, voilà, c'était ma question. Est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce qu'il y a eu des disputes ou des désaccords de « je veux pas que tu dises ça » ou... Oui, puis c'est dans le livre. Évident. Parce que dans le livre, à un moment donné, il écrit ça, puis je m'en vais le voir dans la cuisine. J'ai dit, moi, j'écrivais en haut, lui
lui en bas. J'ai dit, Jay, c'est pas de même, c'est passé, c'est de même. Ben, il dit, dis-le de bon. Puis on l'a laissé dans le livre, il y a quelques endroits, puis il dit, ben oui. Non, pas de dispute, pas de conflit, pas rien. Ce que ça fait, c'est qu'au début, je me suis aperçue comment ça a brassé énormément des choses dans Jay, parce qu'il a fallu il va avoir 70 ans dans 3 semaines. Il a fallu qu'il remonte en arrière 66 ans, à l'âge de 4 ans, quand il s'est fait jeter en dehors de chez lui, parce qu'il n'y a pas la bonne couleur de la peau, selon. Donc, j'ai vu mon mari en détresse, brisé, et j'ai réalisé la profondeur de la méchanceté, comment maléfique il était, ce système-là, basé sur la couleur de la peau. Et c'est ce qui a été difficile pour Jay. Et j'ai eu énormément de compassion pour lui et pour tout le monde qui est victime de racisme. Donc, ça nous a rapprochés beaucoup. On n'a pas de conflit. On n'a pas de... Tu sais, Jay puis moi, quand on rénove une maison, une fois, il y avait 50 sortes de blancs. Moi, je suis allée d'un côté, lui de l'autre côté. On revient. Quel blanc tu veux? Moi, un blanc petit pêche, c'est numéro 37. Jay aussi, numéro 37. Ça fait qu'on est vraiment... Mais vous êtes complémentaires. D'ailleurs, vous avez dit dans une entrevue radio, Jay est diplomate et moi... La vérité fait juste sortir. Moi, ma bouche, elle parle sans ma permission des fois, puis ça cause des problèmes. Oui, ça a causé des problèmes diplomatiques des fois, mais je dis la vérité. Moi, je ne serais... Ben peut-être, Marthe, je serais peut-être une excellente diplomate. Parce que je dirais la vérité, puis on arrêterait de tourner autour des pots, puis de faire semblant, puis oui, puis on dit pas... Mais on va faire... Non! C'est l'heure de dire la vérité. As-tu vu où ce qu'est rendu l'humanité? Bon, non, on veut pas... Non. Moi, je dis la vérité. Puis des fois, Jay aime ça. Puis il y a d'autres fois, comme... je nommerai pas de nom, mais il y a des gens connus qui disent je m'en vais souper avec telle personne. Oh, je veux y aller. Non, là, cette fois-ci, Lucie, tu viens pas parce que nos deux pays sont amis, puis je veux que ça continue d'être comme ça. Oh, puis comment vous prenez ça, Lucie Pagé? Prenez ça comme compliment de je suis authentique ou... Ben, ça m'a dérangé beaucoup. Parfois encore, ça me dérange. Parce que c'est dérangeant pour les autres. Oui. Puis je fais pas mal aux autres, ça sort. L'authenticité est une responsabilité et un poids parfois. Même si c'est une libération parce que je ne suis pas... je dors sur mes 2 oreilles. Mais l'authenticité fait peur aux gens. Oui. Parce qu'en ce moment... Si on veut changer, si la planète veut changer, parce que si on continue comme on fait depuis longtemps, le mur de briques est là, on le voit. Puis l'humanité il n'y aura pas de pérennité de l'humanité. Et de dire la vérité, moi, il me semble que ça va aider aux générations futures. Puis c'est un poids. C'est un poids, mais c'est un compliment aussi. Mais l'authenticité, c'est pas quelque chose de facile à vivre, mais c'est quelque chose qui est en moi que j'y peux pas. Comme il y en a qui disent, où tu prends ton feu, Lucie? Je le sais pas, mais j'ai passé ma vie à essayer de le gérer. Pas de l'éteindre. Hein? Non, je veux pas éteindre mon feu. Gérer. Mais en même temps, je suis pas une personne méchante. Mais quand je vois une injustice, quand je parle, par exemple, de mon mari qui me donnait des coups de pied en dessous de la table parce qu'il y avait un ministre devant moi, puis je parlais de viol, je m'en fous des coups de pied de mon chum. J'ai dit la vérité à propos des femmes puis du viol. Ça a causé un petit incident. Tant mieux. Tant mieux? Oui. On ramasse ça comment, Lucie? Ben, c'est à eux autres à ramasser ça. C'est à eux autres à ramasser leur cochonnerie. Mais moi, je vais te dire la vérité. Oui, ça fait mal des fois, mais c'est plus fort que moi. Avec votre mari, Jay, vous vivez sur 2 continents, Lucie Pagé, mais les choix n'ont pas toujours été simples à faire. Chaque étape de votre vie était à reconsidérer. Expliquez-nous de quelle manière, tous les deux, vous avez réussi à traverser ces épisodes-là
où c'était toujours... les choix n'étaient jamais simples, c'était jamais les mêmes, selon, j'imagine, l'âge des enfants, votre carrière, la carrière de Jay. Comment vous avez réussi à reconsidérer ces choix-là à peu près régulièrement, j'imagine? Wow! En 45 ans de carrière, il n'y a personne qui m'a posé cette question-là, qui est la plus cruciale. Moi, première des choses, pour répondre à ça, les enfants venaient en premier. Donc, j'ai choisi un travail, quel qu'était mon travail, il fallait qu'il soit de la maison. J'ai laissé mon travail, je suis devenue pigiste. J'ai jamais manqué une réunion d'école de mes enfants. Jamais. Mes 3. Donc, c'était, en partant, c'est un choix qui élimine beaucoup de « Oh, je devrais-tu faire ci, je devrais-tu faire ça? » Moi, c'était les enfants. Okay. Ça passe. On m'a offert une job à 250 000 $ par année pour animer une émission. Je l'ai refusé. Oui. Parce que c'est du 12 heures par jour. J'aurais adoré le faire. Oui. J'avais besoin de l'argent. Oui. Mais moi, quand les enfants revenaient de l'école, je m'assoyais avec eux. Je faisais les devoirs. Puis après souper, on s'amusait, on lisait. Bon, c'était les enfants. J'ai dévoué ma vie, puis j'ai fait des choix que Jay n'aura pas pu faire. Et puis que de toute façon, on ne pourrait pas, parce que il y a un excellent père, mais c'est pas une bonne mère. Les pères ne sont pas des bonnes mères. Tu comprends? Ça fait que ça, c'est de un. Mais de deux, de vivre avec l'océan Atlantique dans le salon, c'est extrêmement dérangeant quand... récemment, par exemple, j'ai un de mes fils qui a eu un grave accident en Afrique du Sud. La première chose qu'une mère fait, c'est que tu te rends à l'hôpital, tu tiens sa main, puis oui. J'ai pas pu. Parce que les finances, l'océan, l'argent, le billet, bon, tout ça. Donc, ce qui est le plus difficile à gérer dans notre relation, c'est la distance. Et encore aujourd'hui, on va avoir nos chicanes, si on a presque plus de chicanes. Je parle des chicanes, on désamorce ça tellement rapidement maintenant, mais nos différends, c'est à propos de la distance. Comme là, quand il est arrivé ici, ça devait être pour 6 mois, puis il m'a annoncé à l'aéroport, « Lucie, je reviens un mois au mois d'août. » Et je ne l'ai pas trouvé drôle, celle-là. Mais j'ai compris pourquoi. Oui. Donc, il y a toujours quelque chose. Et puis, c'était du septembre à juin pour les enfants. Puis, j'ai mis les enfants dans l'école française à Johannesburg, que ce soit du septembre à juin. Donc, ça a été les enfants. Et une fois que les enfants sont grandis, j'avais plus de réunion d'école ou quoi que ce soit, mais là, les petits-enfants sont arrivés. Alors là, j'ai des enfants et petits-enfants sur chacun des continents. Et là, c'est mes parents qui sont plus âgés, moins bien. Je peux pas juste me lever s'il y a quelque chose qui arrive à ma mère. Là, je viens de la laisser là, pour 6 mois. Puis j'ai regardé, j'ai dit, c'est tout si bien d'être là au mois de mai quand je vais revenir. Quand je vais revenir. Menace, donc, ça fait du bien. Donc, j'ai été longtemps très fâchée après Jay. J'ai été obligée de faire du EMDR. C'est une sorte de... c'est une forme de... pour éliminer des programmations, pour éliminer cette colère que j'avais envers mon mari qui m'avait dit en 1992, 2 ans après que... Oui, je vais aller vivre au Canada une couple d'années. Oui. Mais il y avait un pays à changer. C'est une petite mission. Puis c'était le bras droit de Mandela. Puis il fallait qu'elle cherchait en prison pour le sortir de là. Puis après ça, il est devenu son bras droit. Je comprends tout ça. Mais sais-tu que les enfants de Nelson Mandela, ce qu'ils ont reproché à Nelson Mandela... De ne pas avoir été là comme père, de ne pas avoir été présent. Et en tant qu'enfant, je comprends. Donc, je suis un peu... C'est comme... Il y a quelqu'un qui me l'a déjà demandé quelque chose de semblé fâché après ton chum. Oui, mais c'est comme critiquer Mère Teresa. Ben oui. Donc, c'est difficile, mais en même temps, il a choisi aussi, c'est le père de mes enfants. Et il est venu... Là, il vient... pas mal, 6 mois. Presque, mais on a des problèmes avec Immigration au Canada. Ça fait 34 ans qu'on est mariés, puis on veut toujours pas nous donner sa résidence permanente pour des raisons qui ne tiennent pas debout. Donc, on se bat. Est-ce qu'on peut parler des raisons? Ben, peut-être. Là, je lance une bombe. OK, on lance des bombes. Mon mari, oui, merci Marthe. Je pense qu'il est important d'en parler. Je sais pas si je fais la bonne chose, là, mais je vais le dire. Qui a un doctorat honorifique de l'UQAM, il a un de l'Afrique du Sud. Il est chevalier de la Légion d'honneur de France. Il a des prix partout au monde, de plusieurs pays, pour son intégrité, pour son travail contre la corruption, pour les femmes, pour les enfants, pour la nutrition. Pourquoi est-ce que je donne ce préambule-là? Ça fait 70 ans que mon mari est décoré. Il n'y a jamais
commis un acte de violence de sa vie. Il a toujours travaillé pour l'unité. Oui. Il a toujours été transparent. Il a eu des prix pour ça. Et notre gouvernement canadien, je viens d'apprendre qu'on considère que mon mari, le bras droit de Mandela, qui est citoyen canadien, représente une menace à la sécurité nationale du Canada. Expliquez-moi quelqu'un. Oui. Fait qu'ils n'ont pas dit non encore pour sa résidence permanente, mais moi, j'ai plein de gens que je connais qui ont fait leur demande et qui l'ont eu, qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'argent, mais qui sont blancs et européens. Oui. Puis aussi, ils m'ont dit, il est africain, c'est plus long pour les Africains. Donc, le gouvernement canadien admet le racisme. C'est absolument... Je suis outrée de mon gouvernement qui traite mon mari depuis 34 ans comme ça, alors que partout ailleurs au monde, on se l'arrache, puis on le décore. Puis même on le décore ici. Oui, on le décore ici aussi. Oui. Mais ça doit être difficile. Non, mais comprenez-vous que il y a quelque chose qui ne marche pas dans la logique canadienne. Il y a quelque chose... Puis c'est un poids sur nos épaules. C'est une lutte de plus, Puis on a des enfants, des petits-enfants ici. Puis on a même refusé, on a pris... Ça nous a coûté une fortune pour avoir, ça a été long, avoir notre seul petit-fils qui n'est pas canadien, pour qu'il vienne au mariage de notre fils. Donc, toute la famille est canadienne, sauf mon mari. Et on ne demande même pas la citoyenneté canadienne, là. C'est même pas ça. Non. C'est la résidence permanente pour mon mari. Puis, avec lequel vous êtes marié depuis 34 ans. Et que j'aime. Puis là, des 350 pages du dossier, il y en a environ 300 qui est pour prouver notre amour. Que vous avez fourni. On l'a fourni. Il a tout rempli, médical, la police, tout est fait. Mais qui viennent m'expliquer en quoi mon mari représente une menace à la sécurité nationale. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un me l'explique. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. Lucie Pagé, vous avez dit « Notre livre dérange, il nous sort de notre zone de confort, mais selon vous, la population est prête en 2024 pour entendre parler du contenu de ce livre. Qu'est-ce qui dérange dans ce livre-là? » Beaucoup de choses. Ben, moi, je l'ai lu, là, j'ai une bonne idée. Mais c'est qu'il faut changer, n'est-ce pas, Marthe? Tout le monde le dit, la science le dit, la politique le dit, la société le dit, il faut changer la façon qu'on vit. Mais pour changer, il faut sortir de sa zone de confort. Et pour sortir de sa zone de confort, il faut déranger, dans le sens positif. Alors, on ouvre des portes dans ce livre-là qu'on n'est pas, non seulement qu'on n'est pas habitué à ouvrir en Occident, mais qu'on ne veut pas reconnaître l'existence même. Alors, dans ce livre-là, on parle de notre expérience. Moi, j'ai découvert des portes. J'ai dit, oh, non, cette porte-là n'existe pas. C'est pas vrai. Elle est là, je suis rentrée dedans, puis elle a changé ma vie. Elle m'a sauvé la vie. Alors, quelles sont ces portes que l'Occident ne veut pas ouvrir et ne veut pas reconnaître en général? C'est celle de la spiritualité. La spiritualité, c'est un grand mot, surtout au Québec, avec la Révolution tranquille, quand on a séparé la religion et la politique, on a jeté tout avec l'eau du bain, la religion et la spiritualité. Alors que c'était une erreur extrêmement grave. Et moi, je serais 6 pieds sous terre aujourd'hui si je n'avais écouté
que ma tête et non pas mon intuition. Oui. Donc, ça, c'est un élément qui dérange. C'est un élément qui dérange. Et puis, un élément qui dérange aussi, c'est que la façon que j'ai guéri, et les médecins m'ont dit, tu n'as pas le droit de guérir comme ça, Madame Pagé. On a découvert des médecines, des plantes médicinales autochtones qui travaillent autrement. Moi, j'étais extrêmement malade, pendant 30 ans en thérapie aussi. Puis après ça, par la suite, j'ai souffert d'une ménopause. Oui, on va en parler plus tard. Oui. Donc, puis la Big Pharma ne pouvait plus rien. Les médicaments m'ont gardé en vie pendant un certain temps, mais ils étaient en train de me tuer. Moi, j'étais en train de mourir. Et j'ai découvert d'autres médecines qui ont pu. Donc ça dérange parce qu'on n'est pas habitué d'en parler ici. Puis même qu'il y a eu des reportages, des documentaires, tant à Radio-Canada qu'ailleurs, qui parlent de ces plantes médicinales-là comme des drogues dangereuses. On n'a pas fait ses devoirs. Moi, j'ai fait 10 ans que j'étudie cette plante-là qui m'a sauvé la vie et que j'ai fait des entrevues tant avec des scientifiques, des médecins, des chamans que des patients. J'ai fait le tour et j'en ai fait l'expérience. La spiritualité, c'est que tu peux pas... Faut que tu le vives toi-même. Tu peux lire pendant 100 ans sur la spiritualité des autres. Ça ne fera pas de toi un être spirituel. Et être spirituel, ça veut dire être en contact, de savoir qui on est et être de réaliser qu'on est plus que ce corps physique-là. Et quel était l'objectif, Lucie Pagé, d'écrire ce livre-là et de l'écrire à deux? Est-ce qu'il y avait une volonté de prouver votre amour ou la solidité de votre amour ou votre manière de vivre? Là, vous parlez de spiritualité, vous parlez de santé, où on va revenir plus tard. Quel était l'objectif quand vous avez eu? C'est vous qui avez eu le projet ou vous et Jay? Non, c'est vous, c'est les lecteurs. Alors, on a essayé de rien prouver. On veut rien prouver avec ça. On veut démontrer peut-être. Ça faisait pas 10 ans qu'on était ensemble. Parce que Jay et moi, on a différentes races, langues, religions, cultures, tout est cuisine. Puis les gens nous demandaient comment vous faites? How do you do it? Comment vous faites? Puis on concoctait des réponses, mais ça fait 34 ans, ça fait 24 ans, mais après 10 ans, t'es encore avec lui? Comment tu fais? Comment vous faites? Donc, c'était pour répondre à la question que partout, on s'est fait demander, tant au Québec, que des présidents, que quiconque qu'on rencontre, même président Lula, je me souviens du Brésil, c'est « How do you do it? » comment vous faites? Fait que partout, on se fait... Donc, c'était pour répondre à la question légitime, mais aussi, c'est une lettre à la prochaine génération, parce qu'on a une convergence, nous vivons maintenant dans une ère, une convergence de crises jamais vue de l'histoire de l'humanité. Crise économique, politique, sociale, écologique, c'est pas juste humaine, climatique, c'est pas juste les changements, tout en même temps. Moi, les jeunes, la détresse a augmenté. Donc, c'est pas juste les changements climatiques, la dégradation des sols, de l'air et de l'eau. On a perdu la connexion avec ce qui nous rend en vie. On a des docteurs en économie qui sortent de Harvard avec leurs grandes théories et nulle part dans leur thèse trouve-t-on le mot terre-mer sur lequel ils se fient pour que leur thèse fonctionne. Leur économie linéaire dans nos écosystèmes circulaires. Donc, c'était pour une lettre d'espoir. Les jeunes, aujourd'hui, là, avec le taux de suicide qui a augmenté, surtout après la COVID, comment est-ce que... en fait, on pourrait dire, comment se donner la permission d'être heureux dans un monde en lambeaux? C'est ça. Une belle question. Oui, c'est ça. Faut être... Parce qu'il y en a qui disent, on peut pas être heureux, les enfants à Gaza meurent. Comment tu peux fêter? Il y a telle affaire. J'ai dit... parce qu'il y a de la violence, on va mettre d'autres violences, parce que de la tristesse, moi, je vais pleurer, puis ça va aider leur tristesse. Comment est-ce qu'on peut être heureux, plein de joie, de compassion, de générosité, d'entrain, d'entraide, plein d'ubuntu, de je suis parce que nous sommes... Même en zone de guerre, même quand il y en a qui souffrent d'éco-anxiété, de dépression, de la guerre, comment est-ce qu'on peut être heureux dans ce monde-là? Et c'est ce qu'on a besoin, d'apporter du bonheur, de la paix, de l'ubuntu dans ce feu qui brûle. Et puis, c'est ce qu'on veut faire. Et on donne des moyens parce qu'on est passé au travers, nous aussi. On parle pas de choses
expérimenté nous-mêmes. Et parlant de coécriture, vous avez aussi coécrit un livre il y a 10 ans avec votre fils Camille, qui s'appelle « Demain, il sera trop tard, mon fils », qui a été publié chez Stanké. Camille écrit « Vous m'avez certes sensibilisé à l'injustice, mais je fais quoi maintenant avec cette conscience? » Et qu'est-ce qu'ils font, vos enfants, Lucie Pagé, avec leur conscience et avec vos luttes qui sont devenues les leurs ou qui comprennent l'importance de lutter, l'importance de révolution? C'est la phrase la plus importante de ce livre-là, Marthe, de « Demain, il sera trop tard, mon fils ». Tu as réussi à trouver la phrase la plus importante parce que mon fils a dit, puis ma fille aussi, nos 3 enfants, vous nous avez donné la conscience, mais on en fait quoi dans ce monde endormi-là? On en fait quoi dans ce monde en lambeaux-là? Et qu'est-ce qu'ils en font, Lucie Pagé? C'est eux qui nous ont amenés dans un voyage spirituel. C'est Camille qui a fait avant tout un Vipassana. C'est Shanti qui a découvert ce monde. Et c'est eux qui nous ont dit il y a d'autres choses. Parce que si on attend que les choses à l'extérieur de nous soient bien et pacifiques pour qu'on soit heureux, on va faire le pied de grue toute sa vie. Donc, ce sont nos enfants qui nous ont dit... La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour garder l'espoir dans ce monde-là? Et notre fille a été la première à dire, j'aurai jamais d'enfant, regardez le monde comme vous nous laissez. Puis c'est la première qui nous a donné notre premier petit-fils, notre plus jeune enfant. Et elle se bat aujourd'hui pour son enfant, parce que Cana est là, parce que son fils est là, elle se bat. Donc, les 2 travaillent, les 3. Moi, j'ai un fils qui enseigne l'histoire au secondaire au Québec, mais en Afrique, Camille et Shanti, les 2 travaillent avec la terre-mère, dans la régénération des sols, l'agriculture régénérative, parce que de quoi sommes-nous faits, tout le monde? Nous sommes faits nous mangeons de ce qui vient du sol. Nous sommes faits du sol. Qu'est-ce qu'on met dans le sol, Marthe? De quoi sommes-nous faits? De glyphosate, de poison, d'herbicides. Et après ça, on se demande pourquoi que le taux de maladie a augmenté, pourquoi que le taux de TDAH, de ci, de ça. Le sol, c'est notre microbiome. On est en train de le tuer. Nos enfants ont compris ça. Donc, Camille est en train de partir fonder une école d'agriculture régénérative, mais qui va être aussi un centre de guérison, un centre musical et un centre d'art. Un centre pour être... Parce que nos enfants ont compris notre erreur. L'erreur de notre génération, c'est qu'on a mis le gros verbe « avoir ». C'est ça qui est important. Et nos enfants arrivent et on dit non, c'est « être ». Et c'est complètement différent. Ils nous arrivent des fois avec des idées tellement hors de ce monde. Puis là, je regarde Jay et je dis « faut les écouter ». Parce que ce sont ces idées-là neuves qui semble illogique. Parfois, ça n'a pas de logique, qu'est-ce qu'il dit, Camille. Mais après ça, Jay, l'autre jour, il a dit « Pourquoi j'ai pas pensé à ça pendant qu'on était en train de changer le pays? » Ils ont la réponse, mais on ne les écoute pas. Écoutons nos jeunes. Lucie Pagé, vous avez dit en début d'émission, d'ailleurs je l'ai soulevé, si les femmes autochtones d'âge mûr dirigeaient le monde, on réglerait les problèmes sur la Terre. Vous avez commencé une explication. Est-ce que vous voulez la poursuivre? Oui, quand votre recherchiste m'a appelé, il me disait « Quelle femme admirez-vous? » J'ai dit « C'est la femme autochtone. C'est elle qui est sur la ligne de front. 80% de nos luttes pour préserver cette terre, c'est sur des terrains autochtones où les Autochtones habitent, et qui sont juste 5% de la population. Et sur la ligne de front, ce sont ces femmes-là. Tu sais, les femmes autochtones, dans le temps, avant que l'homme blanc arrive ici, par exemple, en Amérique, avaient le pouvoir, un pouvoir matriarcal. Le matriarcat n'est pas le contraire du patriarcat. Non. Le patriarcat, c'est basé sur la prise et le désir. Le matriarcat, c'est basé sur le don et les besoins. Et c'est sur
comment préserver un endroit. Donc, la femme autochtone ménopausée, mature, qui a passé assez d'expérience pour avoir accumulé une certaine sagesse, était celle qui prenait la décision. Est-ce que les hommes vont en guerre? Est-ce qu'ils font ci? Est-ce qu'ils font ça? Et elle voyait 7 générations plus loin, 150 ans plus loin. Est-ce que ça va être cette décision qu'on va prendre? Est-ce qu'il va avoir un effet négatif sur la terre-mère ou sur les gens? Si oui, on n'apprend pas. Si on avait écouté cette femme autochtone, mature, il y a 150 ans, nous ne serions pas ici où nous sommes. Et on aurait des doctorats de Harvard où le mot central dans leur thèse serait la terre-mère. Parce nous ne sommes rien sans la terre-mère. D'ailleurs, notre livre d'amour et de révolution n'est pas dédié à la prochaine génération. Parce que oui, comme toi, Marthe, nous voulons la pérennité de l'humanité. Ça fait partie de mes petits-enfants. Je travaille pour eux. Elle est dédiée à Gaïa, à Pachamama, à la terre-mère. Parce que si elle est là, nous pourrons être là. Mais si on est en train de empoisonner son air, son eau, sa terre... En train de la tuer. Elle va se remettre de notre stupidité. Ça va peut-être prendre 10 ou 15 millions d'années, mais elle va se remettre de notre poison. C'est nous qui sommes en jeu. C'est nous, dans toute la chaîne. Nous sommes pas plus importants que des papillons, Marthe, ou qu'un cactus, ou qu'un renard, ou qu'un ours polaire, ou qu'un baobab. Nous sommes pas plus... C'est pas parce qu'on est capable de construire des gratte-ciels qu'on est dit... Oh non, qu'on est plus intelligent. Au contraire, on est en train de prouver qu'on est des cannibales. On mange ce qui nous tient en vie. Est-ce qu'il y a un banquier au monde qui aurait été grugé dans son capital comme nous grugeons dans la terre-mère pour survivre? C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on veut. Et puis, c'est cette conscience. C'est pas plus d'argent qu'il faut. C'est pas plus de lois. Moi, quand je vois les gouvernements, on va donner de l'argent, on tue les caribous. Non. C'est plus d'écoute qu'il faut. Et c'est d'éveiller les consciences. Quand on éveille les consciences, on n'est pas obligé d'avoir des écriteaux dans le métro pour dire « ce banc-là, c'est pour les femmes âgées, les personnes âgées ou les personnes enceintes » parce qu'on le sait. On n'aura pas besoin de loi parce qu'on va le savoir. C'est quoi être connecté? Si je fais mal à toi, je me fais mal. Si je fais mal à la rivière, je nous fais mal. Parce que je suis la rivière. Je suis cet arbre. Je suis l'océan. Je suis la forêt. Tu l'es aussi. Mon fils de 5 ans, quand il a vu quelqu'un jeter un papier à terre, il dit, il réalise pas qu'il vient de jeter le papier dans sa gorge à lui. Il y a 5 ans, mon petit canard. Wow. Lucie, je vous amène tout de suite à la forme de maladie, de ménopause mortelle que vous avez eue et de la façon dont vous vous êtes guérie, parce que j'ai dit qu'on allait y revenir. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez, en fait, en 2 minutes, comment vous avez vécu. Qu'est-ce que c'est? Oui, OK, on y va. On va dire 2 minutes et demie. J'ai une forme de ménopause mortelle, c'est-à-dire que j'avais des chaleurs à toutes les 20 minutes si puissantes que j'en vomissais. Donc, je ne pouvais ni manger ni dormir. Je me suis retrouvée aux soins intensifs. Mes organes étaient en train de shutdown, je suis en train de mourir. Il y a beaucoup de femmes ménopausées. Avec ma forme de ménopause, il y en a beaucoup, la plupart sont mortes. Au 60e de mon mari, j'ai une amie qui est arrivée avec des muffins au cannabis. Moi, j'avais fait ça à l'âge de 18 ans. J'avais mangé une muffin, j'avais dormi, puis j'étais partie chez nous. Mais ce muffin au cannabis-là, c'est avéré qu'il a enlevé 100% de mes symptômes. Et j'ai dormi, pas eu de chaleur, tout ça. J'ai fait une recherche de 2 ans après avoir pris ce muffin-là. Et c'est prouvé scientifiquement que le cannabis enlève tous symptômes de ménopause, mais je pouvais pas voyager sans ça. Avec mon cannabis, c'est-à-dire. Donc, je pouvais pas aller donner, on me demande bien donner une conférence ici ou parler là, mais à Dubaï, te coupe la tête. Non, je peux pas y aller, désolée. Donc, j'ai fait une autre découverte qui est l'ayahuasca, qui est une plante médicinale autochtone du Brésil, dont le peuple, les Huniquin, en sont les gardiens depuis des millénaires, qui réussissent ce que la médecine occidentale dit que c'est pas guérissable. J'ai fait une cérémonie d'ayahuasca en demandant à la plante de me guérir de la ménopause mortelle. Et la plante m'a donné 2 choses à faire, de me pardonner pour tout ce que j'avais fait dans ma vie et de pardonner tout le monde pour tout ce qu'il m'avait fait dans ma vie. Même lui qui m'a fait ça,
Et je suis rentrée là-dedans avec une ménopause mortelle et 6 heures plus tard, je suis sortie guérie. Donc, j'ai un chapitre complet là-dedans. Dans notre livre d'amour et de révolution, j'ai écrit un autre livre, Marie-Lumière, sur ça, et un autre livre, Sexe, pot et politique, parce que c'est tellement important. C'est la santé des femmes, mais on s'en fout, mais moi, je m'en fous pas. Ils m'ont donné une ménopause mortelle parce que j'ai une grande gueule, puis j'en parle. Lucie Pagé, quelle différence, on a parlé, vous avez abordé la spiritualité, quelle différence faites-vous entre la religion et la spiritualité? La religion, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est de suivre l'expérience de quelqu'un d'autre. La spiritualité, c'est découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et c'est notre expérience. C'est la différence majeure. La religion, c'est toujours quelque chose à l'extérieur de nous. On ne pourra pas jamais vivre l'expérience de Jésus. On ne pourra jamais vivre les expériences dans la Bible. Mais on peut vivre nos propres expériences qui pourraient être bibliques, si vous voulez, parce qu'on a accès à notre spiritualité. Donc, c'est ça. C'est de trouver qui nous sommes, à place de lire qui sont les autres. Oui. Et est-ce que vous croyez... qu'on est davantage spirituel présentement avec dans la période trouble qu'on est ou ce qui s'en vient? Est-ce que ce serait est-ce qu'on est plus intéressé? Je sais qu'on en entend parler davantage. Je sais aussi que plusieurs personnes utilisent ce mot-là à tort et à travers. C'est quand même un mot qui est galvaudé. Oui. Et vous disiez justement que, à juste titre, que c'est quelque chose qu'on vit. C'est un mode de vie. Mais est-ce que vous croyez que de plus en plus, il y a des gens qui s'intéressent à la spiritualité ou qui vont vers la spiritualité pour justement traverser la période difficile? Je pense que depuis le COVID, ça a été exponentiel. Et j'ai découvert ça avec notre livre d'amour et de révolution, avec les gens qui venaient. Les médias sont pas trop chauds à en parler, mais les lecteurs sont prêts. Ils cherchent d'autres choses. Les jeunes aussi beaucoup. Les gens viennent vers nous, puis qui ont eu les expériences qu'on a eues, nos expériences spirituelles à nous. Comment est-ce que moi, je peux vivre ça? Alors, moi, j'aide beaucoup les gens à trouver leur spiritualité, puis une fois qu'ils l'ont trouvé, le travail est fait. C'est juste de semer la graine, en fait. C'est juste de semer une graine. Et les gens sont plus que prêts. Le pouvoir ne l'est pas parce que la spiritualité implique la souveraineté de notre santé. De nous rendre autonomes. De nous rendre autonomes. On nous a volé notre souveraineté. Et si on parle, par exemple, au niveau médical, on dit que le médecin a la réponse, ou la réponse est ailleurs. Oui, il peut nous aider, mais la vraie médecine, tout peut être médecine. Hein? Comme tantôt, j'ai dit le pardon, c'est le pardon qui m'a guéri, c'est pas des pilules qui m'ont guéri de ma ménopause. Donc, la spiritualité, c'est d'aller chercher ces outils à l'intérieur de soi. Ils existent. Et qui peut amener souvent des guérisons, mais la guérison, Marthe, n'est pas un bon modèle d'affaires. Donc, c'est sûr qu'on va galvauder notre terme. C'est sûr qu'on va ridiculiser quiconque parle de spiritualité, surtout si on fait partie du pouvoir du 1%. Mais les gens sur le terrain, et on a vu aussi au Salon du Livre de Montréal, les gens sont plus que prêts. Ils sont assoiffés de quelque chose d'autre, d'un autre discours, un discours qui peut leur donner des outils pour se retrouver eux-mêmes. Parce que quand on dit changer le monde, on essaie de changer lui, changer elle, changer cela. Non. Si chacun se changeait soi-même, le monde, on n'aurait rien à faire. Le monde est changé. Oui. Donc, il faut revenir à cette spiritualité-là et reconnaître que les outils qui existent pour y accéder, ils sont rejetés par le pouvoir. Parce que on ne peut plus après mener les gens contrôler les gens avec la peur. Parce qu'une fois que tu te connais, la peur se dissipe. Alors, c'est la peur qui est le contraire de l'amour. On tombe dans l'amour, on est prêt à... Dans la confiance. Dans la confiance, lumière, dans la lumière. Donc, la guerre qui se passe en ce moment sur la planète, c'est pas celle
de Gaza ou Palestine, c'est pas l'Ukraine et la Russie, c'est pas les 34 conflits sur les 54 pays en Afrique, 34 conflits armés. La vraie guerre qui se passe en ce moment, Marthe, c'est celle entre la noirceur et la lumière, entre la conscience et la peur. Oui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et la façon de sortir de ça, c'est d'aller à l'intérieur. Comme Sadhguru, un grand... un être illuminé, maître indien qui, nous, on fait sa routine de yoga, de méditation tous les matins, mon mari et moi. Pendant la COVID, il a dit, if you can't go outside, go inside. Si tu peux pas aller dehors, va à l'intérieur. Oui. Et puis cette détresse, ça a été une preuve durant la COVID, la détresse qui a été augmentée. On sait pas comment être seul, sans musique, sans télé, sans information, sans rien. Comment est-ce qu'on peut être seul et bien? Oui. Pas souffrir de solitude, mais être seul. Oui. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Et c'est dans le silence que les réponses sont. Et partout ce qu'on va, des ascenseurs, des centres d'achat, ils le savent. Ils nous mettent la musique, pour ne pas qu'on puisse entrer en contact avec soi-même. Réfléchir, parce que si on fait ça, ils ont perdu le contrôle. Le silence devient de plus en plus... on cherche de plus en plus le silence, manière générale. Elle est là, et Marie Laberge, en fin de semaine, au Salon du Livre, qui disait... La réponse est dans le silence. Les réponses. Eckhart Tolle dit la même chose. Sarah Blondin, c'est la réponse. Les grands sages, Les grands sages. Et puis, j'ai découvert... Moi, j'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Non, c'est vrai. Je l'ai entendu dans le silence. Les réponses sont là. Ouais. C'est dur à expliquer. Il faut le vivre. La spiritualité, il faut le vivre. Il y en a qui disent, la méditation. J'ai été la première à dire, je suis pas capable de faire ça. C'est comme un cheval débridé. Oui. Mais comment est-ce qu'on commence? C'est quoi il faut faire le premier pas. Comment on commence, Lucie Pagé? Quand on est active comme vous, s'asseoir puis méditer, ça doit pas être simple la première fois. Les premières fois. Parce que je pense qu'il faut, le pratiquer souvent. C'est comme un muscle. Il faut le pratiquer pour être capable d'entrer en soi de manière plus spontanée, plus ça va? Moi, j'ai commencé, j'ai dit, quand j'ai eu 50 ans, j'ai dit, ça suffit. Moi, je vais guérir sans médicaments, sans thérapeute. J'ai dit, moi, je veux guérir d'une façon ou d'une autre. Puis c'est là que j'ai commencé ma recherche. Puis plus j'avançais dans ma recherche, plus ma recherche me disait, arrête de chercher puis va à l'intérieur de toi-même. Puis j'ai eu peur. Fait que j'ai commencé, moi, avec un Vipassana, qui est 10 jours de méditation silencieuse, sans lire, écrire ou parler. Et vous avez traversé ça comment? Extrêmement difficile. Oui. Mais plus les leçons sont difficiles et plus on est dans la merde, plus on est dans la boue, plus on ressort grandi. Si c'est facile, Marthe, on grandit pas. Il faut que ce soit difficile. Si on cherche le facile, si on cherche la pilule magique, on va revenir d'une autre vie, puis d'une autre vie, jusqu'à temps qu'on comprenne que non, il n'y a pas de pilule magique. Mais il y a la magie. Qui opère. Mais il n'y a pas de pilule magique. Et vous nous avez parlé un peu plus tôt de l'Ubuntu. Oui. Alors, ce que pratiquait Nelson Mandela. Oui, c'est une philosophie. Je suis parce que nous sommes, mais pas juste entre les êtres humains. Moi, regardons ce qu'on porte. C'est fait où? Qui a cueilli ce coton-là? Qui a peinturé ça ici? Qui a... etc. Le verre d'eau, le verre était fait où? L'eau, elle vient de où? Qui l'a transporté? Je suis parce que nous sommes, au niveau humain, on peut comprendre, mais je suis parce que nous sommes aussi avec les éléments de la nature, avec l'eau, avec la terre, avec le feu, avec l'air. Il faut comprendre cette connexion-là, que nous sommes aussi ces éléments-là. Je suis parce que ces éléments-là sont. Et s'ils ne sont plus personne est. Donc, l'Ubuntu, c'est la base de tout. Ça veut dire que tout est connecté. Et ce que je fais à l'un, je fais à tout le monde. Est-ce que c'est de la spiritualité, ça? Absolument. Tout à fait. C'est une philosophie spirituelle je connais des bouddhistes, des catholiques, des hindous, des musulmans, des juifs hassidiques qui ont adopté la philosophie d'Ubuntu. Donc, on n'a pas besoin de croire en quoi que ce soit.
C'est pas une croyance. C'est pas une croyance, c'est une façon d'être. C'est une façon de voir l'autre. C'est une façon c'est d'amener vois-tu, ce qui est glorifié aujourd'hui, la violence, la vengeance, la guerre. Oui, on est fort parce qu'on a envoyé tant d'armes. Et la générosité, la bonté, l'amour, le respect. Oh, ces fleurs bleues. Ah, ben, je m'excuse, mais c'est les fleurs bleues qui vont sauver la planète, puis qui vont assurer la pérennité de l'humanité. Et ça, c'est les qualités du féminin divin. Et c'est ça qu'il faut ramener. Même les hommes ont le féminin divin. Oh oui. Et c'est ça qu'il faut ramener sur la table, dire, non seulement c'est correct des fleurs bleues, c'est-à-dire c'est correct d'offrir de l'amour et de la générosité, mais il le faut. Il faut aller plus loin que ça. Il faut être magnanime. C'est la noblesse de l'âme. Même si quelqu'un te fait mal, fais pas comme lui ou elle. Va par-dessus. Sois noble. Et plus on pratique ça, plus on est magnanime, plus on tombe en amour avec la vie et plus on voit le bonheur partout, même dans la boue. Je rappelle votre récent ouvrage coécrit avec votre mari Jay Naidoo, d'amour et de révolution, publié aux éditions Druide. Un immense merci, Lucie Pagé, d'avoir accepté notre invitation. Ainsi prend fin notre émission. Merci à toute l'équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.